C'est vraiment un coup de tonnerre politique. On n'est pas dans une vie normale. C'est absurde. Je suis à la fois écœuré et blessé. Moi, je suis heureux. Vous suivez pas? Aujourd'hui 15 novembre, face au rapporteur général du Sénat, Elisabeth Borne est submergée par les contradictions. Des ministres qui sonnent l'alarme, des services qui contredisent, et le Sénat qui exige des réponses claires. L'ancienne première ministre tente de justifier l'injustifiable alors que le chaos règne sur la fiscalité énergétique et les dépenses publiques. Des millions d'euros sur la sellette, des décisions contradictoires et une pression qui monte minute après minute. Le Sénat ne lâche rien, les incohérences éclatent au grand jour et Borne ne peut que balbutier des explications sans consistance. Le moment est crucial, la tension atteint son apogée et c'est tout l'exécutif qui vacille sous le poids des révélations. Assistez à cet échange incendiaire où la vérité explose au grand jour. Je me souviens très bien des débats ici, des débats budgétaires, où la majorité sénatoriale, il faut dire s'alarme, en tous les cas s'inquiète sérieusement de la situation de nos comptes publics. Et on va aller un peu plus loin dans quelques instants, mais moi j'ai une difficulté à comprendre finalement l'existence de cette note signée des ministres qui, en même temps, nous ont dit, lorsqu'on les a auditionnés, que sur la base d'autres notes cette fois-ci, notamment note du Trésor, sauf erreur de ma part, du 7 décembre, que surtout, il ne fallait pas, il fallait éviter de communiquer, il ne fallait pas, comment dirais-je, qu'il manquait d'informations. Dans un cas, c'est le 7 décembre, dans un autre cas, les ministres vous alertent. Donc alerte, ce qui est logique, la chef de l'exécutif. Ce qui m'étonne, c'est que ça ne... et qui me questionne, donc je reviens vers vous en me disant, mais comment se fait-il qu'à ce moment-là, au regard des éléments d'alerte, parce que la note est assez consistante, il n'y ait pas d'emblée, je dirais, une prise en main sérieuse, je la qualifie comme ça en tous les cas, du gouvernement, puisque je dirais presque c'est le début d'une grande dérive. Vous ne pouviez pas le savoir à cette époque-là, mais on avait quand même des indications sur des données qui n'étaient pas ou plus conformes aux données espérées. En général, vous l'évoquez, la note du 13 décembre, à ma connaissance, elle fait suite à la note du 7 décembre, dont je ne suis pas destinataire, mais qui a largement circulé et dont j'ai eu connaissance, de services qui recommandent aux ministres de ne pas communiquer. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi les ministres recommandent de communiquer alors que les services recommandent de ne pas communiquer. Et vous me dites que du côté du Sénat, vous aviez des raisons de vous alarmer de la situation des finances publiques avant. Moi, je n'ai pas d'éléments, et je n'ai pas reçu d'éléments avant, donc je ne sais pas à quels éléments vous faites référence. Non, quand je dis des raisons, c'est qu'on s'inquiétait de la dégradation de la situation des comptes publics. Je suis comme vous, je prends les éléments, on regarde un certain nombre d'indicateurs et on voyait progressivement une forme de dégradation avec des recettes sur lesquelles, en tout cas sur le montant desquelles on continuait de s'interroger pendant qu'il n'y avait pas d'arbitrage sur les dépenses. Mais ça fait partie du débat. Oui. Ça fait partie du débat démocratique. Ce qui me surprend, monsieur le rapporteur général, c'est que vous indiquez que le Sénat dispose d'éléments sur les recettes. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Parce que vous voyez, ce dont je suis certaine, et ce que je considérais être ma responsabilité en tant que Première ministre, c'était de m'assurer qu'on tenait les dépenses. Les dépenses, elles ont été tenues, elles ont été sécurisées par un décret qui a annulé de l'ordre de 5 milliards d'euros de crédit en septembre. Donc, en général, dans l'exécution de votre budget, vous faites confiance aux services sur l'évaluation des recettes. Moi, j'ai eu connaissance d'aucune alerte et je ne sais pas si le ministère de l'économie en avait. Moi, j'ai compris qu'ils ont plutôt conseillé aux ministres d'attendre le mois de février pour avoir des prévisions robustes sur les recettes. Oui, mais alors, à ce moment-là, je vais puisque c'est le texte un extrait de cette note du 13 décembre, parce que j'ai quand même le sentiment qu'on est à un moment de
c'est à la fois un nœud, il faut dénouer la situation et un moment de bascule. Dans cette note, les ministres vous proposent, alors là je vais citer, de prendre des mesures à court terme, je dis bien à court terme dans le PLF 2024, accessoires, enfin, dont augmenter la fiscalité d'énergie, vous en avez parlé, réduire en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale le montant des crédits ouverts, réduire les dépenses de personnel qui sont surbudgétées. Et pour être encore plus précis, augmenter la fiscalité au 1er janvier 2024, hausse de la TICGN, déjà d'ailleurs comptabilisée dans la trajectoire des finances publiques, la TICFE, vous l'avez évoqué, donc demander une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale du PLF 2024, donc réduire... La même note. Moi, je lis prendre des mesures à court terme dans le PLF 2024. Oui. Augmenter la fiscalité de l'énergie au 1er janvier 2024 par une hausse de la TICGN oui. déjà comptabilisée, qui a été mise en œuvre, et de la TICFE dans le cadre de la baisse du prix de l'énergie. C'est l'amendement qui est introduit pour oui. permettre de prendre cette mesure. Réduire en nouvelle lecture du PLF 2024 de 300 millions d'euros répartis sur l'ensemble des missions permettant de financer des mesures nouvelles. Déjà, on est en train de se rendre compte que 300 millions à l'aune de l'écart dont on parlera ultérieurement, je ne suis pas très sûr que ce soit à la hauteur. Non, mais... Et on est en nouvelle lecture. Moi, j'ai lu cette note, j'en ai pris connaissance le 15 décembre. Le 49.3 sur la partie recettes en nouvelle lecture a été fait le 14 décembre. On vous avait presque aidé, Madame la Première ministre, puisque nous, on avait proposé dès le 27 novembre la hausse de la TICFE. Donc, a été pris en compte voilà. Comme vous le souhaitiez. Non, oui. Elle avait été repoussée, puis après, je considère, en tous les cas, consécutivement à la note, mais si vous voulez, dans le point de bascule, ce qui est étonnant, c'est la dissonance entre, notamment, entre les déclarations qui ont été faites devant notre commission en disant il ne faut pas agir, il ne faut pas affoler les Français, et une note qui, au même moment, donc ça c'est écrit, qui est signée par ceux qui nous ont dit surtout ce n'était pas le moment d'affoler les Français. Il y avait une situation, on n'avait pas suffisamment d'éléments pour communiquer. Et dans le même temps, il vous adresse une note d'alerte quand même, on va dire, sérieuse. La preuve, vous retenez au moins une des mesures qui est proposée, vous venez de le dire, sur la TICFE, et vous agissez rapidement. Donc, il y a de la dissonance, et nous, en tous les cas, dans nos travaux, on se dit, mais alors, on nous a dit des choses, en disant, il ne fallait pas s'inquiéter, et les mêmes qui nous ont dit ça, en fait, vous écrivent en disant, attention, il y a une situation critique, il faut agir, et il faut informer le gouvernement et l'opinion publique. Oui. Écoutez, moi, je ne vais pas faire de la psychologie. Ce que je note, c'est que la note des services dit on vous conseille de ne pas communiquer parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi les ministres m'écrivent il faut communiquer sur le caractère critique sans me proposer un plan de communication. Ils vous font confiance. Oui, certainement. Et par ailleurs, je suis parfaitement disponible pour bâtir moi-même un plan de communication sur le caractère critique de nos finances publiques à ce moment-là, puisque, comme je vous l'ai expliqué, on est en train de discuter du compromis qu'on recherche sur la loi immigration. Sur l'augmentation de la fiscalité, moi, je prends la décision d'inscrire une disposition qui peut permettre, en fonction d'éléments à venir, d'augmenter la TICFE par voie réglementaire. Ça me paraît de bonne politique. À un moment où on n'a pas les éléments précis sur ce que pourrait être la dégradation des recettes, sur lesquelles il y a des premières alertes, à ma connaissance, sauf si vous disposez d'autres éléments d'information de la part des services, on se donne la possibilité, en fonction des éléments nouveaux dont on disposerait au cours du mois de janvier, d'augmenter la TICFE par voie réglementaire.
ça me paraît une mesure de prudence qui est bienvenue. Oui, Madame la Première ministre, il ne faut pas s'étonner qu'on cible évidemment ce point, parce que c'est le seul point, vous l'avez redit, le 9 janvier, vous n'êtes plus en responsabilité, donc c'est vraiment cette question qui est entre les alertes de début décembre, mi-décembre, comment ça vous est renvoyé comme information par les ministres, et le 9 janvier, voilà, donc c'est la partie qui vous concerne. Après, c'est d'autres aspects, si je puis dire, sur lesquels on peut vous demander un avis, mais qui ne correspondent pas à votre responsabilité. Donc, c'est pour ça qu'on en fait un point important de notre discussion d'aujourd'hui. Ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis le début de la première mission, c'est-à-dire sur les comptes 2023, nous avons dit, et nous avons toujours dit, qu'on ne comprenait pas bien pourquoi on avait pu voter finalement un PLF 2024 sans qu'il y ait, avant la fin du débat parlementaire, un certain nombre de mesures prises. Alors, vous nous avez indiqué qu'il y en avait une qui avait été prise concernant l'électricité notamment. Bien. Et la réponse que nous avons eue depuis la première mission, c'est pas d'aujourd'hui, c'était de nous dire, en gros, c'était trop tard pour agir. Bon, le fait est que c'était pas trop tard, simplement. Après, il y a une question sur la gradation, quel niveau, mais effectivement, vous avez bien pu faire un certain nombre d'actions sur la dernière lecture à l'Assemblée pour corriger un petit peu le tir. C'est ce que nous avons dit depuis le départ, c'est-à-dire en disant on aurait pu faire sans doute un peu plus là-dessus, puisque ça a un impact qui est considérable, comme vous le savez évidemment, sur ce qui se passe ensuite en 2024, et surtout l'idée que finalement on vote un PLF 2024 qui tout de suite, 2 mois après, on est obligé de revenir sur ce PLF 2024 avec un décret d'annulation de 10 milliards, ce qui est du jamais vu en termes de montant. Enfin, il y a très longtemps qu'on n'avait pas vu ça en termes de montant. Et ensuite, surtout, aussitôt, début février, qui rend finalement l'exercice du PLF 2024 un peu vain, parce que tout de suite, il faut corriger. Donc c'est pour ça qu'on insiste là-dessus, parce que finalement, les ministres, c'est pas vous, Madame la Première ministre, nous ont indiqué dans les auditions qu'on ne pouvait rien faire, et en même temps, la note qu'ils vous envoient, c'est l'inverse. C'est une note... Je ne dirais pas ça, Monsieur le Président. C'est pas l'inverse, mais moi, les éléments dont je dispose, je ne sais pas si le Sénat en a d'autres, c'est qu'il y a eu une remontée, une note des services au ministre le 7 décembre, évoquant des doutes sur le niveau des recettes qui, à ma connaissance, n'est pas quantifié. Donc, et la note des services recommandant au ministre de ne pas communiquer dans l'attente d'éléments plus précis. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut faire quand on est face à une information de ce type-là. On ne sait pas si on est en train de parler d'un écart de recettes d'1 milliard ou de 10 milliards, voire in fine, comme on l'apprendra bien plus tard, de 20 milliards. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand, début décembre, on reçoit une note de ce type-là? Moi, je vous dis, quand les ministres me transmettent les interrogations des services sur le niveau de recettes, on prend une mesure de précaution en complément de la mesure de précaution qui a été prise en septembre pour s'assurer de la maîtrise des dépenses. Et je le redis, c'est généralement ce qu'on surveille dans le pilotage de l'exécution d'un budget, c'est le fait de ne pas déraper dans les dépenses. Donc, on n'a pas dérapé dans les dépenses en 2023. Je note qu'il y a une alerte, mais je ne sais pas s'il y a ce dont les services disposent préalablement. Je note aussi que manifestement, le Haut Conseil des finances publiques, tout au long de l'automne, quand on lui a transmis le projet de loi de finances pour 2024, ne réagit pas sur les hypothèses de recettes qui sont inscrites dans le projet de loi de finances pour 2024. Quand on lui transmet plus tard le projet de loi de fin de gestion pour 2023, ne réagit pas. Donc j'imagine que ces informations ne sont pas disponibles. Et s'il y a des premières alertes, moi je ne sais pas si de votre côté, vous avez des raisons de penser que les recettes de TVA
ne sont pas à la hauteur ou que les recettes d'IS ne sont pas à la hauteur. Je ne sais pas si quelqu'un, quelque part, avait des raisons de le penser. En tout cas, moi, dans mes responsabilités, j'apprends le mi-décembre que les services se posent des questions sur le niveau des recettes. Et donc, on prend des mesures de précaution en se donnant la possibilité d'augmenter la fiscalité sur l'énergie si ces doutes devaient être confirmés au cours du mois de janvier. Je veux juste revenir. La hausse de la TICFE, en fait, elle avait été proposée ici le 27 novembre par le ministre et elle avait été refusée par le Sénat. Donc vous dites, je prends des mesures, mais ce n'était pas une mesure consécutive à l'alerte, puisque c'est une mesure sur la TICFE qui était déjà dans le PLF pour 2024. Si ? Enfin, à ma connaissance, quand les ministres me disent qu'il faut permettre l'augmentation de la TICFE, ça ne devait pas être dans le PLF. Je pense que ça a été introduit en nouvelle lecture dans le 49.3 à ce moment-là. La TICGN était dans le PLF, mais la hausse de la TICFE et notamment la possibilité de faire cette hausse par voie réglementaire avant le 31 janvier, je ne pense pas qu'elle y était dans le PLF. Effectivement, elle était au 1er février. C'était prévu au 1er février. Non, mais, voilà. Je ne sais pas pourquoi les ministres m'auraient proposé de mettre cette disposition à ce moment-là. Enfin, je ne vais pas vous retracer. Peut-être pour anticiper. Voilà. C'est une anticipation. Enfin, la disposition qui figure dans le PLF, elle permet d'augmenter par voie réglementaire au 1er février la TICFE et je pense qu'on a répondu à la préoccupation. Je ne sais pas s'il y avait un débat. Enfin, alors franchement, la lecture de la note ne permet pas de savoir si le débat était de savoir s'il s'agissait de l'avancer au 1er janvier. Et je pense que de toute façon, on n'est pas dans l'ordre de grandeur des sujets dont on a eu connaissance ultérieurement. Non, mais on n'est pas effectivement dans l'ordre de grandeur et je pense, et je dirais même, je confesse qu'à ce moment-là, personne ne pouvait imaginer ce qui nous attendait. Je ne crois pas. Par contre, on a quand même un vrai souci par rapport aux éléments qui nous ont été, enfin aux déclarations qui ont été faites dans les auditions, raison pour laquelle on s'interroge, puisque, je le redis, donc une note des services, notamment du Trésor, qui alerte, et je crois que le terme c'est on ne vous conseille pas de communiquer, mais heureusement, alors je sais qu'il y a une grande étanchéité entre les services et les élus, puisque je l'ai entendu dans les propos de Bruno Le Maire, mais au-delà de ça, les ministres qu'on a auditionnés, donc qui étaient à ce moment-là sous votre autorité, nous ont déclaré que surtout il fallait pas affoler les Français et il fallait éviter de communiquer parce que les informations, j'avais envie de dire, peut-être n'étaient pas suffisamment étayées. Mais toujours sous votre autorité, ces mêmes ministres vous saisissent d'un courrier où ils écrivent le contraire de ce qu'ils disent peut-être à cette époque-là, mais surtout après, ici, comme vous êtes aujourd'hui, à votre place. Comprenez que, donc moi j'ai besoin on a besoin de savoir si vous pensez que c'est logique et que ça s'explique et comment, ou s'il y a un problème de sincérité, y compris peut-être de sincérité dans les décisions budgétaires qui engagent le pays. Rapporteur général, moi, si on reste au fait, Oui. On a une note des services qui recommande, qui évoque le fait qu'il pourrait y avoir des recettes moindres qu'escomptées en 2023, qui recommande au ministre de ne pas communiquer sur le sujet compte tenu de l'incertitude. Si vous voulez demander au ministre pourquoi il m'envoie une note disant il est utile de communiquer, demandez-le au ministre. Moi, je ne fais que recevoir une note qui me dit qu'il faudra communiquer sans me préciser quand et qui propose un certain nombre de mesures qui, au demeurant, dans la mesure de la possibilité qu'on avait pour une note dont je prends connaissance au moment où on est en train de faire les derniers 49.3 sur le PLF 2024,
je prends les mesures qui me paraissent possibles à ce moment-là pour nous donner la possibilité, le cas échéant, d'augmenter des recettes dans des proportions dont on ne sait pas quelles vont être, de quel montant elles vont être nécessaires, puisqu'on n'a pas d'information, en tout cas moi je n'ai pas d'information sur la mesure du risque qu'il peut y avoir sur les recettes 2023. D'accord. Donc, vous comprenez, vous m'avez renvoyé une question. Comme on a eu l'information après l'audition du ministre qui nous avait dit qu'il avait établi des notes, on n'a pas pu, depuis, on n'a pas pris le temps de le réinterroger. Mais comme il est à ce moment-là, les deux ministres sont sous votre autorité et qu'ils vous saisissent, il me paraît logique de vous interroger aujourd'hui pour connaître votre appréciation sur, je le disais, la gravité de la situation. Est-ce que vous pensez que les mesures qui pouvaient être prises ont été prises suffisamment rapidement, à la hauteur alors c'est toujours un peu délicat quelques mois après, donc je veux pas, mais c'est important de resituer, parce qu'il ne vous a pas échappé, et vous l'avez dit, que comme ensuite il y a une dégradation continue qui est une vraie dérive qu'on n'a jamais vue, puisque la loi de programmation des finances publiques qui est adoptée fin 2023 prévoit un déficit public en 2025 de 3,7%. Quand on voit moins d'un an après cette adoption où on est aujourd'hui, vous comprenez que les élus, vous êtes redevenus parlementaires comme nous, mais les Français sont en droit de comprendre à quel moment il y a une cristallisation, qu'est-ce qui a dérapé, est-ce qu'il y a des responsabilités particulières, collectives, individuelles, parce que c'est la confiance des Français qui est accordée au Parlement, au Président de la République et au gouvernement. Je pense que traditionnellement, ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'il prenne des mesures pour maîtriser les dépenses. Je crois avoir rappelé que je pense en avoir pris ma part. J'ai personnellement porté 3 réformes de l'assurance chômage et j'ai porté une réforme des retraites que j'ai dû faire passer en recourant à l'article 49.3. Ces 3 réformes seules représentent une économie de 30 milliards d'euros à horizon 2030. Donc, je pense avoir pris ma part dans la maîtrise des dépenses publiques au travers des réformes structurelles. Je pense avoir pris ma part dans la maîtrise des dépenses en recherchant par ailleurs, au travers, comme je l'ai évoqué, des différentes revues de dépenses, des nouvelles réformes structurelles. Je pense que ça a porté ses fruits. C'est un processus qui est désormais inscrit comme un processus annuel. C'est ce que j'ai souhaité mettre dans la loi de programmation des finances publiques. Et je note avec une certaine satisfaction que les revues de dépenses qui ont été conduites sous mon autorité, que ce soit au premier semestre 2023 ou à l'automne 2023, sont celles qui ont permis de dégager des économies, à la fois pour certaines dans le projet de loi de finances pour 2024 et dans le projet de loi de finances pour 2025. Et je pense que ce que le gouvernement traditionnellement pilote, c'est les dépenses au travers de mesures d'économie et notamment des mesures d'économie structurelle que j'ai assumées malgré l'impopularité de ces réformes. En général, les calculs sur les recettes, ça ne relève pas du gouvernement. Je pense que ça vous a été expliqué par les services et les ministres en charge. Ma compréhension, sauf si vous avez d'autres éléments, c'est que les alertes interviennent au cours du mois de décembre dans le cadre d'une note des services recommandant au ministre de ne pas communiquer compte tenu de l'incertitude sur le niveau de l'alerte. Oui, mais prévoyant quand même, Madame la Première ministre, une forte probabilité de dégradation du déficit public. D'abord, je vous le redis, la note, je l'ai eue a posteriori, puisque comme... Moi aussi, ça me... Oui, comme parce que je me suis invité à Bercy voilà, pour prendre un peu de temps pour avoir des informations, puisque le gouvernement, c'est peut-être là un des éléments de la difficulté dans laquelle nous sommes. Le gouvernement communiquait de manière assez verticale, prenant assez peu en compte
les votes des assemblées. En tous les cas, je le perçois comme ça. Et on a eu, au long du début de l'année, comme en 2024, des propos souvent rassurants. Le président Claude Raynal l'a rappelé. Enfin, quand le budget est adopté, il faut moins de 60 jours pour prendre un décret d'avance par votre successeur, le nouveau Premier ministre. C'est effectivement inédit, à cette hauteur, aussitôt, alors que des propos rassurants sont tenus. Et ce qui est très problématique, y compris par rapport à la situation budgétaire très grave, je pense que l'on connaît, c'est, je le redis, la dissonance entre le discours plutôt rassurant qui dit la croissance est là, et en fait le constat d'une dégradation très rapide, puisque là on est au mois de février et c'est au mois de mars qu'on nous dit que finalement la dégradation du solde du déficit public, c'est une réunion qui est à l'Élysée avec le Premier ministre et quelques ministres autour de lui. Donc ça pose, je le redis, ça pose aux Français, et c'était d'ailleurs également dans la note. Moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est, enfin, où je m'interroge plutôt, il y a une alerte, vous avez un emploi du temps comme, que j'imagine très tendu, et on a le sentiment, en tous les cas au moins après coup, qu'il n'y a pas une prise de conscience à la hauteur de l'alerte. Est-ce que, par exemple, pendant les 20 mois, un peu plus, où vous êtes, oui, c'est ça, aux affaires, est-ce que vous avez eu de temps en temps, sur les sujets budgétaires ou d'autres, des alertes qui font qu'en général, vous réagissez, et de quelle manière? Est-ce que vous souhaitez rencontrer le ministre ou les ministres pour qu'ils vous disent quelle est l'importance ou la gravité de telle ou telle situation? Non mais, enfin, monsieur le rapporteur général, enfin, on a l'impression à vous écouter qu'il existait quelque part des informations plus précises que celles portées dans la note adressée le 7 décembre par les services au ministre sur le risque de dégradation des recettes. J'ai aucun élément qui me permet de penser. Alors, c'est parfaitement clair, aucunement. Aucunement. Mais de la même manière, j'ai eu, certains m'ont dit, mais c'est un peu du harcèlement. J'ai interrogé à plusieurs reprises, entre décembre et juin, à 5 reprises, le gouvernement, parce que je ne voyais pas, je voyais la situation, j'ai alerté dès l'adoption du budget, en disant, on propose des économies, vous n'en voulez pas, je ne comprends pas, parce que les résultats ne sont pas exceptionnels, on proposait de les améliorer. Et puis, successivement, j'ai à chaque fois interrogé, parce que je ne comprenais pas qu'on n'essaie pas de prendre des mesures. Reconnaissons qu'un décret qui supprime assez brutalement et qui remet en cause finalement le vote souverain intervenu sur la foi du projet de loi de finances proposé et défendu par le gouvernement. Donc, ma compréhension, à la lecture de la note à laquelle vous faites référence, c'est qu'il s'agit de se préparer à annuler tout ou partie des 10 milliards d'euros de crédits mis en réserve dans la loi de finances. Donc il ne s'agit pas d'aller remettre en cause les différentes missions votées par le Parlement, mais d'annuler tout ou partie des crédits mis en réserve dans la loi de finances pour 2024. Et je pense que vous avez dit qu'il y avait des alertes sur la croissance. Vous aurez noté comme moi que la croissance pour 2023, elle est au niveau de ce qui avait été prévu. Donc je pense qu'on peut essayer de se renvoyer la balle sur qui savait quoi à quel moment. La croissance est au rendez-vous, les dépenses sont tenues. Pour une raison que moi je ne m'explique toujours pas, les recettes sont en écart très significatif. Alors après ça, 20 milliards, ça paraît énorme. Quand on le ramène en pourcentage, peut-être que les services pourraient nous dire que finalement, voilà, c'est un faible pourcentage. Mais en tout cas, ça n'est pas banal, effectivement, d'avoir un écart de 20 milliards d'euros sur les recettes. À titre personnel, je ne sais pas vous dire si c'est des sujets de trésorerie. On voit des tas de commentaires dans la presse, mais moi, je ne suis pas là pour vous commenter l'actualité. Et donc, je ne sais pas comment on peut avoir un tel écart, et je ne suis pas économiste, et je ne vais pas vous faire un exposé sur l'élasticité des recettes
à la croissance. Ce que je peux vous dire, c'est que, en tant que Première ministre, je suis alertée mi-décembre, à un moment où je suis alertée sur un risque d'écart sur les recettes non quantifié, à un moment où le projet de loi de fin de gestion est déjà promulgué et où on est en train de passer les derniers 49.3 sur l'adoption du budget pour 2024, que je pense retenir la mesure proposée par le ministre de l'économie s'agissant de la TICFE. Si vous me dites que c'était déjà dans le texte, la bonne nouvelle en tout cas, c'est que c'est dans le texte final et que ça a permis de dégager près de 5 milliards de recettes supplémentaires. Madame la Première ministre, une des difficultés de l'exercice, c'est finalement que dans cette période-là, c'est une période donc, qui dure même pas un an. Hein. Si on regarde, on est en gros en décembre 2023. On a une évolution donc, qui est défavorable jusqu'en décembre 2024. Ça va être ça, quoi, à peu près, jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc c'est un an de dégradation. Et au total, il y a une période qui est sur 18 à 20 milliards et une période totale qui est sur une cinquantaine de milliards, c'est-à-dire que l'année 2024 amplifie encore, si je puis dire, les problématiques posées, et notamment, évidemment, parce que le PLF 2024 ouvre des crédits assez considérables, enfin c'est important, on va pas dire, pas des mots trop forts, mais en dépenses. Donc le PLF 2024, l'ensemble des missions du PLF 2024 sont quasiment en évolution favorable et positive. Je voudrais, mon sujet n'est pas évidemment directement celui-là, mais il est dans les problèmes de compréhension et de ce qu'on comprend aussi du sujet. Il y a beaucoup de questions qui sont relatives finalement à la façon dont la croissance s'est effectivement transformée, vous le disiez à l'instant, les prévisions de recettes par rapport à la croissance, et en réalité une idée, et donc je vous la soumets, vous savez que je l'ai déjà posée aux différents interlocuteurs que nous avons eus, l'idée qu'après une crise qui avait été une crise terrible, la crise du Covid, après une deuxième séquence inflation, énergie, loin d'être simple, moins qu'on puisse dire, il y avait un peu l'idée que finalement les choses étaient reparties, au moins après la crise Covid, étaient reparties de manière très forte, de manière très solide, avec notamment des recettes fiscales extrêmement importantes. Ces recettes fiscales extrêmement importantes, par nature, vous le savez, elles ne peuvent pas s'éloigner longtemps de la croissance. Et le niveau de croissance et le niveau de recettes fiscales, ça converge à moyen terme. Donc quand on a des recettes fiscales très élevées les premières années, c'était le cas en 2021-2022, on doit s'attendre à avoir effectivement des recettes fiscales beaucoup moins fortes. D'ailleurs, le Trésor notamment en avait tenu compte pour se tenir un peu en dessous des choses. Mais quand vous revoyez le cycle, finalement, de manière générale, est-ce que vous ne pensez pas que sur un projet, c'est un peu l'idée du rapporteur général qu'il développait à l'instant sur le budget 2024 avec des propositions qui avaient été faites par la majorité sénatoriale, je le remets bien à sa place, la majorité sénatoriale avait bien porté des projets d'économie en dépenses. Est-ce que vous ne vous dites pas que finalement, le fait d'avoir eu comme cela des recettes extrêmement fortes pendant 21-22 et la possibilité de mener des politiques publiques intéressantes puisqu'il y avait les recettes qui le permettaient, est-ce que ça n'a pas un peu, euphorisé un peu les choses en se disant bon, on peut faire encore un budget 2024 qui va être finalement extrêmement utile, hein, c'est pas le sujet hein, de l'utilité de la dépense, etc. On n'est pas sur ce terrain, mais en tout cas avec un peu de prise de risque par rapport à finalement des recettes dont on savait que de toute façon elles allaient à un moment donné atterrir, si je puis dire. Est-ce que vous avez là-dessus un commentaire à faire ou Monsieur le Président, moi je note que le budget, les plafonds, le tiré à part qui vous est transmis sur le PLF 2024 à l'été 2023 prévoit une baisse des dépenses. Donc quand vous me dites c'est un budget qui est en augmentation, c'est un budget qui est en baisse sur le montant total des dépenses.
considérer qu'on aurait renoncé à trouver des économies parce qu'on aurait pensé qu'on avait durablement des recettes élevées, c'est peut-être oublier une réforme des retraites que j'ai portée sans que ce soit forcément très populaire et très facile pour dégager des recettes. Vous voyez, ce n'est pas par plaisir qu'on mène des réformes comme celle de... Oui, non mais vous voyez, non, mais monsieur le rapporteur général, ce n'est pas par plaisir qu'on mène 3 réformes de l'assurance chômage comme j'ai eu l'occasion de le faire, ce n'est pas par plaisir qu'on mène une réforme des retraites dont on ne peut pas dire qu'elle ait été extrêmement populaire, et y compris en la faisant passer en 49.3, et ce n'est pas par plaisir qu'on lance des revues de dépenses en cherchant des économies dont je me réjouis de voir qu'elles ont pu documenter des économies structurelles à la fois dans la préparation du budget pour 2024 et pour 2025. Donc je crois que la préoccupation de sortir du quoi qu'il en coûte, comme on souhaitait le faire au lendemain de la crise Covid, je l'ai évoqué, malheureusement, on rentre dans la guerre en Ukraine, dans la crise énergétique, on est amené à débattre à la fois à l'Assemblée et au Sénat de mesures d'accompagnement des Français qui représentent un coût de 85 milliards d'euros sur les années 21, 22, 23 et 24. Donc on doit accompagner les Français dans une situation qui était effectivement non prévue, mais je pense que la préoccupation de maîtrise de nos dépenses publiques et de mener des réformes structurelles, y compris quand elles sont impopulaires, moi je l'ai largement portée au cours de ces 20 mois. Madame la Première ministre, vous nous avez dit pour 2024, finalement, quand on regarde le tiré à part, on est sur des chiffres inférieurs au budget 2023. Je crois qu'il faut dire les choses clairement. Ceci est vrai pour une seule raison, c'est qu'on arrête toutes les mesures d'urgence. C'est ça, la nuance. C'est-à-dire que si on arrête les mesures d'urgence et de relance, par nature, elles sont exceptionnelles. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elles ont été construites. Mais si on enlève ça, toutes les missions cette année-là sont en augmentation, sauf les anciens combattants. C'est ça. Peut-être il y en a une deuxième, je ne suis pas sûr. Il n'y a que les anciens combattants. Bon, toutes les autres sont en expansion. Donc, moi, je ne porte pas un jugement défavorable, vous le savez, compte tenu de ce que je suis, sur le fait, sur le fait qu'on fasse des politiques publiques les plus volontaristes possibles. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que ce qui est toujours attendu, finalement, de l'État, qu'est-ce qu'on attend? C'est que les demandes de politique publique, qui sont d'ailleurs souvent portées par les parlementaires, par nature, qui relaient des demandes et des souhaits, elles sont arbitrées par le fait qu'en face, on a la possibilité d'équilibrer le budget. C'est ce qu'on attend tous, et ce qui fait le travail à la fois délicat, difficile du Premier ministre, c'est l'arbitrage. Bon, de ça, on est bien d'accord. Bon, donc, dans ce cas précis, si vous voulez, vous avez une augmentation de toutes les dépenses, sauf qui sont équilibrés presque par la suppression des dépenses exceptionnelles liées au Covid ou à l'inflation. Bon, très bien, tout ça disparaît, ça relibère de l'espace, et cet espace est immédiatement réutilisé pour plus de politique publique. Encore une fois, je peux en comprendre l'esprit, sauf qu'à la sortie, il faut que ça, comme diraient les jeunes, que ça matche avec les recettes. C'est ça le sujet. Et Monsieur le Président, enfin, vous voyez, ma compréhension, c'est que les services du ministère de l'Économie et des Finances ont bien pris en compte dans l'évaluation des recettes pour l'année 2024 une élasticité plus faible, pour 23 et 24, une élasticité plus faible qui était la suite des surprises, des bonnes surprises qu'on avait eues sur 21-22. Pourquoi on ne l'a pas suffisamment calibré? Et pour ma part, moi, je ne sais pas, je ne suis pas une économiste et je ne sais pas si les difficultés qui sont présentées aujourd'hui par les services, d'abord, on va dire que les services se sont trompés une année, peut-être qu'ils sont en train de se tromper dans l'autre sens. On ne peut pas exclure non plus l'hypothèse qu'à la fin, les recettes soient moins mauvaises que ce qui nous annonce pour 2024.
Par ailleurs, moi je pense qu'effectivement, ils ont pris pour le coup des hypothèses d'élasticité totalement atypiques par rapport à ce qu'on a sur longue période. Ensuite, sur les dépenses, moi ce que je note, c'est que, je l'ai mentionné, les très grosses augmentations, ce qui rigidifie beaucoup la dépense publique, c'est les lois de programmation. Je ne crois pas qu'à l'Assemblée ou au Sénat, quiconque nous ait suggéré de mettre moins d'argent dans l'enseignement supérieur et la recherche, de mettre moins d'argent dans la loi de programmation militaire, de mettre moins d'argent dans la loi de programmation du ministère de la Justice ou de mettre moins d'argent dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Je l'ai dit, je me suis même impliqué personnellement pour qu'on évite d'avoir des marches encore plus importantes sur la loi de programmation militaire, et j'ai eu aussi à échanger avec les parlementaires à l'époque pour qu'on n'ait pas des dépenses encore plus importantes au profit du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. Donc peut-être qu'il y a des bonnes idées de secteurs dans lesquels on peut faire des économies. C'est le sens des revues de dépenses, c'est le sens de celles que j'ai conduites, ou en tout cas que j'ai demandées, et je pense que les revues de dépenses qui ont été lancées quand j'étais en responsabilité ont largement documenté les économies qui sont portées à la fois dans le budget pour 2024, mais aussi dans celui pour 2025. Et je n'ai pas de doute qu'il faut qu'on continue dans notre pays à faire des réformes structurelles. Je l'ai mentionné et je l'avais dit dans la conclusion des assises des finances publiques. Je pense qu'on a une question d'évaluation de l'efficacité de nos politiques publiques. Comme j'ai commis un ouvrage, je vous y renvoie. Je pense que le Parlement, ça serait important que le Parlement ait sans doute plus de moyens pour apprécier l'efficacité des dépenses publiques. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, donc je peux le dire devant vous. Moi, je ne comprends pas comment on dépense 65 milliards d'euros de plus dans la santé en 2024 qu'en 2017, alors même que nos concitoyens, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas l'impression d'être mieux soignés. Donc je pense qu'on a une forme de reconnaissance d'un échec collectif. Je pense qu'on a globalement à progresser sur l'efficacité des dépenses publiques. Vous venez, dans la note, j'y reviens, mais d'abord dans la note en question, sur 4 lignes, on s'aperçoit que les ministres évoquent le niveau du déficit public pour 2023 et les chiffres sont... Donc c'était prévu à 4,9. Il est mentionné que ça pourrait être 5,2 et vous le savez, ça a fini à 5,5. Je le redis, la note du 13 décembre est toujours la même. Et je veux revenir sur les dépenses, puisqu'il y a tout un chapitre, une partie, un paragraphe sur la fin du quoi qu'il en coûte, et dans lesquels il est précisé des mesures coûteuses continuent d'être annoncées, vous venez de l'évoquer, nombreux de ministères comme l'Intérieur ou l'Armée ont bénéficié d'augmentations importantes de crédits dans les lois de finances de cet automne. Ils ne doivent plus faire l'objet de nouveaux arbitrages budgétaires favorables. Ce pourrait être prochainement le cas de l'Éducation nationale qui a bénéficié de 3,9 milliards de hausse de crédit avec l'extension possible du SNU, Service national universel, qui pourrait coûter 2 milliards supplémentaires. À cela s'annoncent des annonces régulières en réponse à des situations ponctuelles de crise, et là, inondations, crise agricole, Mayotte. Nous devons revenir à une gestion respectueuse des enveloppes budgétaires approuvées par le Parlement. Puis, on a droit à la sphère sociale avec des demandes d'arbitrage parce qu'il y a un certain nombre de nouvelles dépenses qui arrivent, y compris dans la loi possible programmation grand âge, réforme de l'aide à l'enfance. Puis, on a un paragraphe sur la sphère de transition écologique de cohésion des territoires avec des demandes de crédits nouveaux. Et juste à la fin du paragraphe, la conclusion, c'est le sujet n'est pas celui de la pertinence ou de la légitimité des mesures ainsi annoncées, c'est celui de leur financement qui n'est pas assuré. Vous allez dire que j'y reviens avec une certaine forme de constance et peut-être d'insistance, mais c'est bien là le sujet. Et moi, comment dirais-je, est-ce que à ce moment-là, vous désapprouvez cette alerte? Je reste là. Est-ce que vous la faites vôtre
et en prenant une partie des mesures que vous avez annoncées, et comment est-ce que vous comprenez le fait que, tout en ayant écrit cette note, les ministres nous aient déclaré en fait l'inverse, puisque de ce qu'ils vous ont écrit. Le ministre note que le ministère de l'Intérieur et des Armées ont bénéficié d'augmentations importantes de crédits. Je pense que ce n'est pas une information confidentielle de cette note, c'est les lois de programmation qui ont été votées. Il nous alerte sur le fait que l'extension, la généralisation du SNU pourrait coûter cher. En l'occurrence, elle ne s'est pas faite. Il nous alerte sur le fait qu'il y a des politiques qui, si elles devaient être décidées, devraient être financées. Il se trouve qu'elles n'ont pas été décidées, pas plus le congé parental que la loi de programmation grand âge ou la réforme de l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, dont acte. Ils alertent sur le fait que si des décisions devaient être prises, il faudrait en trouver le financement. Les décisions n'ont pas été prises. Donc finalement, il n'y a pas de sujet. Alors, excusez-moi, Madame la Première ministre, s'il y a un sujet, c'est la dégradation des comptes publics. Parce que s'il s'était redressé, je vous donnerais à ce moment-là un satisfecit. Mais force est de reconnaître qu'après votre départ, la situation ne s'est pas améliorée en dépit du décret. Vous pouvez me dire, je n'étais plus aux affaires, mais la logique, dans ce cas-là, aurait voulu que par tout ou partie des mesures que vous venez d'évoquer, qui sont dans cette note, on ait un redressement de la situation. Or, on a eu une lente et inexorable dégradation au long de l'année. Donc, on peut au moins convenir que les mesures n'ont manifestement pas suffi. Peut-être que le contexte politique ne vous permettait pas de mener à bien vos réformes, mais on a quand même, convenons-en, un vrai sujet de non-maîtrise de nos dépenses publiques. On a laissé les robinets ouverts à peu près partout sur le quoi qu'il en coûte trop longtemps. Monsieur le rapporteur général, je pense que traditionnellement, ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'il maîtrise les dépenses. On peut attendre qu'il porte des réformes structurelles. Je crois avoir eu l'occasion de le dire, mais je peux le répéter. Je pense que j'en ai pris largement ma part. J'ai porté 3 réformes de l'assurance chômage et j'ai porté une réforme des retraites qui est passée par 49.3. Je pense qu'un certain nombre de Français s'en souviennent et c'est une réforme qui a été largement impopulaire. Donc je pense qu'à la fois sur la maîtrise des dépenses, telles qu'elles ont été présentées au Parlement, telles qu'elles ont été votées par le Parlement, les dépenses ont été maîtrisées en 2023, les réformes structurelles ont été menées. Il est assez inhabituel et pour le coup, moi je n'ai pas eu les alertes. Avant, on l'a largement évoqué la mi-décembre et je rappelle que j'ai quitté mes fonctions début janvier. Il est assez inhabituel de devoir piloter des incertitudes sur les recettes. Voilà, donc je pense que on peut se demander, je pense que l'Inspection générale des finances fait des recommandations dans ce sens-là, sur la façon dont on peut éviter de découvrir en fin d'année les écarts de recettes d'une année donnée. Je pense que ça me paraît de bon sens et il y a des recommandations dont j'imagine que les ministres de l'économie et les ministres des comptes publics vont les suivre pour ne pas avoir des surprises en fin d'année. Mais a priori, vous voyez, en général, le gouvernement ne relève pas du gouvernement d'anticiper des hypothétiques risques sur des recettes calculées par les services. Madame la Première ministre, d'abord, vous y êtes revenu à plusieurs fois dans vos réponses et les réponses sont claires. Donc maintenant, je crois qu'on prend acte des réponses que vous avez données. Je voulais vous remercier d'un point. C'est que vous n'avez pas utilisé, comme 3 de vos prédécesseurs ministres ou Premier ministre, l'exemple allemand. C'est une satisfaction, puisqu'on a entendu à 3 reprises, ah oui, mais les problèmes de recettes, on les a eus en Allemagne aussi, c'est pas un problème français, enfin, c'est la sortie de crise, etc. C'est sûr que les sorties de crise créent des perturbations sur un certain nombre de sujets, c'est indéniable. Mais la particularité que l'on a en France, c'est qu'au niveau de déficit public et de dette que nous avions, le moindre accident est un vrai problème. Et effectivement, cette année, ça crée des perturbations
tellement large que la population même s'intéresse aujourd'hui aux finances publiques. Je veux dire, c'est la seule bonne nouvelle. C'est que la perception de ce que ça peut représenter et des conséquences que ça peut avoir est maintenant très claire, je le crois, et pour un certain temps, on oublie quelquefois, mais pour un certain temps et dans les têtes. Bon. Donc, effectivement, la grande différence avec l'Allemagne, mais vous l'avez pas, voilà, c'est que l'Allemagne peut se permettre un accident. Nous, on ne pouvait pas se permettre un accident et il a eu lieu. Je voudrais élargir un peu le sujet. Vous êtes effectivement qu'une part du sujet, puisqu'à partir du moment, c'est presque sur un mois et 2 ou 2 mois, au plus large, que finalement le sujet est sur la table et commence à être traité sur une période. Moi, Monsieur le Président. Je vous l'accorde, peut-être même moins d'1 mois, ou 1 mois, disons. Voilà. Du 7 décembre, disons, la note même que vous n'avez pas, donc du 13 décembre jusqu'au 9 janvier. Mais c'est une phase importante, comme toutes les autres phases, c'est une phase importante sur laquelle il fallait qu'on ait votre position. Mais quand vous regardez maintenant plus largement ce qui s'est passé, en moins d'1 an, on a des événements politiques très particuliers. On a le fait qu'il y a un changement de Premier ministre. Alors, il se trouve que, je ne vais pas vous demander si vous étiez satisfaite de ça. Je crois que vous avez assez dit que vous ne l'aviez pas été. Bon, donc les choses sont claires. Mais, de fait, au moment où cette crise financière se développe, enfin, crise des comptes publics, on va dire, plutôt que de crise financière, prenons les bons mots, il y a un changement de Premier ministre début janvier, vous êtes pour rien, vous le subissez, si je puis dire. Ensuite, un nouveau Premier ministre qui est nommé. Ensuite, des élections européennes qui font qu'un certain nombre, en tout cas c'est notre avis, un certain nombre de décisions qui auraient pu être prises, mises en œuvre, sont un petit peu retardées. Ensuite, de nouveau une dissolution, puis 2 mois de perdu pour renommer un Premier ministre, ça fait un cycle quand même pendant lequel finalement les mesures, la somme des mesures qui auraient pu être prises pour limiter la casse ne peuvent pas être prises de manière convenable. Est-ce que, comme ça, quand vous regardez franchement cette situation, est-ce que vous ne considérez, enfin, en dehors du fait que ce n'est pas de votre fait, bon, et les choses sont ainsi, bon, voilà. Mais est-ce que vous voyez ce cycle comme étant, en tout cas, assez malheureux par rapport à la période où il fallait avoir des systèmes de réaction rapide à toutes les étapes? Tous les mois, quasiment, il fallait prendre des mesures permettant d'arriver à un résultat convenable, au mieux, en tout cas, en fin d'exercice. Quelle est votre vision Monsieur un peu large? Je ne vais pas me prononcer sur est-ce que le président de la République a eu raison de changer de Premier ministre. Non mais vous voyez, enfin, là je suis désolé, je n'ai pas à vous donner un avis sur le sujet. Est-ce qu'il a eu raison de faire une dissolution? Je ne vais pas me prononcer sur ces sujets-là. C'est les choix du président de la République. Non mais, madame, vous êtes quand même une élue politique. Voilà. Non, je ne commande pas les décisions du président de la République. Sur la dissolution, vous pouvez ne pas... Mais sur la juxtaposition des... Fortiori sur le changement de Premier ministre. C'est pas mon point. J'attendais bien que vous me répondiez ça. Et puis, ce n'était pas mon sujet. Mon sujet, c'est la juxtaposition des événements avec la difficulté financière. C'est ça que je veux dire. Que les raisons qui ont pu motiver des changements de Premier ministre, qui ont pu motiver une dissolution, ne relèvent pas de la sphère financière. Ce n'est pas le sujet des finances publiques, je le crois en tout cas, qui a amené ces modifications-là. Mais vous pouvez porter un jugement sur la concomitance des 2 événements qui peut-être n'aident pas quand même à résoudre la situation. C'était ça mon point. Enfin, je pense que mon successeur a dû vous exprimer le fait qu'il a pris les mesures qui lui paraissaient nécessaires quand il a occupé cette fonction. Donc voilà, moi je ne vais pas soutenir l'idée qu'il aurait été empêché de prendre des mesures qu'il a expliqué avoir prises à ce moment-là. Je pense que ce qui peut nous interroger, c'est quand même la succession de réévaluation du déficit, enfin de l'aggravation. Je ne sais pas s'il faut parler de dérive, monsieur le rapporteur général. Enfin,
Si on fait l'addition de la dégradation, aujourd'hui, malheureusement, voilà, mais vaut mieux dire il y a dérive et on essaie de rebondir. Enfin, moi, je ne sais pas, et je ne sais pas s'il y a des économistes parmi nous qui peuvent nous dire si les réévaluations successives des recettes pour 2024 vont finalement se confirmer, si, de même qu'on a eu des mauvaises surprises en fin d'année 2023, on peut espérer avoir des bonnes surprises en fin d'année 2024. Et quand on me dit que c'est un changement de nature de la croissance qui explique qu'il y a une telle perturbation de l'élasticité entre les recettes et la croissance, bon, c'est vrai qu'à titre personnel, ça me laisse perplexe parce que je n'ai pas l'impression que tout d'un coup notre balance commerciale soit devenue particulièrement excédentaire et que la nature de la croissance ait à ce point changé. Donc je ne suis incapable de faire la part entre ce qui relève de demandes de remboursement de TVA anticipées par une situation qui est de fait inquiétante pour les entreprises, une dégradation peut-être de l'environnement économique qui fait que les entreprises sont plus prudentes sur leurs acomptes d'IS. Moi, je suis incapable, et j'espère qu'on peut aussi avoir des bonnes nouvelles et qu'on a un effet trésorerie plus qu'un effet structurel. Et si ça ne devait pas être le cas, je pense qu'il faudrait effectivement que le ministère de l'économie nous propose des mesures pour s'assurer que les recettes sont au rendez-vous quand on a la croissance telle qu'elle est estimée. Enfin, vous voyez, je pense que ça reste pour moi très déconcertant qu'on ait la croissance escomptée en 2023 et un écart de 20 milliards sur les recettes. Et sur 2 ans, potentiellement 50 milliards. Potentiellement. J'ai 2 dernières questions, une plus courte que l'autre, Madame la Première ministre. Vous avez donc cette note d'alerte, voilà, vous prenez des mesures. Vous avez au même moment au Sénat la discussion budgétaire avec la majorité sénatoriale, puis le Sénat qui vous propose, adopte 7 milliards d'euros d'économies. Comment expliquez-vous le fait que vous n'avez pas souhaité reprendre ces propositions d'économie, ce qui ne s'était jamais vu, proposées par une opposition sous la Ve République? Enfin, très franchement, moi, je me suis forcément impliqué dans les débats budgétaires à l'Assemblée, puisqu'il passait par l'engagement de la responsabilité du gouvernement. Les ministres de l'économie et des comptes publics étaient en première ligne. Je ne sais pas de quoi étaient faits les 7 milliards d'euros d'économies dont vous me parlez. En tout cas, je note qu'il ne m'est pas proposé dans la note qui m'a été remontée par les ministres de retenir ces mesures d'économie. Donc au moins vous êtes solidaire pour considérer que le travail qui, à mon avis, mérite considération, voilà, qui avait été proposé. Je le redis, c'est assez rare de voir une opposition faire des propositions. Donc voilà, par esprit, je dirais, de solidarité, je note que finalement, ça n'était pas utile pour la France ou les comptes publics. Je voudrais enfin, en conclusion, vous poser, faire une brève synthèse. En fait, peut-être, Monsieur le rapporteur général, je ne crois pas avoir dit ça. Je pense que quand j'évoquais le fait... sous-entend. Non, mais, Monsieur le rapporteur général, chacun a en tête que les budgets ont été adoptés en engageant la responsabilité de mon gouvernement, ce qui n'est pas la manière la plus agréable de le faire. Je rappelle qu'on a adopté plus de 90 textes, si je laisse de côté les ratifications d'ordonnances et de traités, plus de 60 textes en trouvant des compromis avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc je pense très souvent avec le Sénat d'ailleurs. Donc je pense que... Oui, ça fait pas de mal de le reconnaître. Absolument. Mais je pense que donc, quand j'étais aux responsabilités, j'ai été particulièrement attentive aux propositions qui émanaient du Sénat, aux propositions qui émanaient des oppositions à l'Assemblée nationale. Donc voilà, moi je ne sais pas vous dire pourquoi on n'a pas retenu les propositions d'économie, mais de façon générale,
Je crois que j'ai été très attentive pendant les 20 mois où j'ai été Première ministre aux propositions du Sénat et des oppositions à l'Assemblée nationale. Donc je vous disais, si je fais une très brève synthèse, en fait, quel est mon sentiment? Au printemps, lors des auditions, on nous dit, écoutez, il ne fallait pas affoler les Français, on a pris les bonnes décisions, je parle des ministres auditionnés, au bon moment. Vous nous dites, vous aujourd'hui, moi j'ai essayé de réagir de la meilleure façon, enfin en tous les cas, dès que j'ai été alerté mi-décembre. Et donc, je note quand même qu'il y a une contradiction globale entre les acteurs, et vous n'êtes pas très nombreux du gouvernement, puisque finalement, ce qui est dit à la représentation nationale, à ce moment-là, est en contradiction avec le résultat, qui est quand même une dégradation des comptes publics de l'ordre de près de 100 milliards de déficit. De votre point de vue, est-ce à l'endroit de la représentation nationale, est-ce acceptable? Et de la même manière, vis-à-vis des Français, l'objectif, c'est de se dire comment est-on animé d'un objectif qui est de faire en sorte que le bateau France, avec ses finances, navigue dans des eaux calmes sans avoir des déficits aussi lourds. Enfin, je pense qu'on partage tous la nécessité de maîtriser notre déficit public et de réduire progressivement notre dette. Je pense que les circonstances dans lesquelles on s'est retrouvé, de maîtriser, en tout cas pendant la période où moi j'étais en responsabilité, les dépenses, d'avoir un écart très significatif sur les recettes, est une situation qui n'est pas banale. Qu'il faille absolument se donner les moyens de suivre de façon plus rapprochée la cohérence entre les recettes effectivement perçues et les prévisions qui fondent les textes que l'on vote, moi, je n'ai pas de doute. Et qu'il faille par ailleurs agir pour améliorer l'efficacité de nos politiques publiques, je n'ai pas de doute non plus. Qu'il faille continuer à trouver des réformes structurelles, je n'ai pas de doute non plus. Et je pense que les revues de dépenses sont une des façons d'y parvenir. Et voilà, je pense qu'on doit impérativement, collectivement, partager l'objectif de réduire nos déficits et de maîtriser notre dette. Et c'est un travail qui devrait pouvoir être fait de façon transpartisane, à la fois à l'Assemblée et au Sénat. Je dirais merci, mais malheureusement, de 2017 à 2023, ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai entendu d'abord, il y a une dégradation très forte de l'endettement public de la France. J'ai entendu que c'était la lutte contre l'endettement public, l'obsession permanente de notre ministre de l'économie et des finances. Je ne fais pas de procès d'intention, mais vous savez, je regarde simplement nos résultats. Nos résultats ne sont pas, c'est peu de le dire, à la hauteur des engagements, en tous les cas, affirmés. Et je crois qu'il faut aujourd'hui tirer rapidement un certain nombre d'enseignements de ces attitudes. Je pense qu'il faut remettre davantage l'attitude de rétablissement de nos comptes et de redressement des comptes au service de la France et des Français, de le dire et surtout de le faire, parce que les Français, vous le savez bien, depuis un certain temps, ils ne nous accordent plus la même confiance qu'il y a quelques années encore. Je pense qu'on ne peut pas occulter les crises qu'on a traversées ces dernières années, de la crise des Gilets jaunes, à la crise du Covid, à la guerre en Ukraine, à la crise énergétique, au retour d'une inflation qui a durement pesé sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et moi, j'ai le souvenir, vous savez, à chaque fois qu'on discutait des dispositifs d'accompagnement face à ces différentes crises, qu'il n'y a pas grand monde qui nous disait qu'on était en train de dépenser trop d'argent et qu'on avait plutôt tendance à nous proposer d'en dépenser davantage. Donc du coup,
Enfin, sur la crise énergétique, les filets de protection des collectivités, voilà. Et donc, du coup, je pense que, j'espère qu'on peut réellement sortir, enfin qu'on ne va pas être confronté à de nouvelles crises et qu'après les milliards dépensés au titre de la crise du Covid, donc je pense que toutes les évaluations nous montrent qu'on a eu raison de protéger les entreprises et les emplois et que ça aurait été non seulement dramatique pour nos entreprises et pour nos concitoyens si on n'avait pas mis en place ces protections, mais sans doute plus coûteux pour notre pays de ne pas le faire. Je pense que moi, je ne regrette pas les boucliers tarifaires, je ne regrette pas l'anticipation qu'on a pu faire de la réévaluation d'un certain nombre de prestations à l'été 2022, alors que nos concitoyens étaient confrontés à une inflation comme ils n'en avaient pas connue depuis des décennies. Mais je pense qu'en effet, il faut qu'on travaille ensemble et sans doute, ma conviction, c'est que le Parlement a un rôle important à jouer en complément des revues de dépenses qui sont portées par le gouvernement pour évaluer l'efficacité de nos politiques publiques et être capable de proposer des réformes structurelles. Je ne pense pas, compte tenu de la situation de nos finances publiques, qu'on puisse faire l'économie de réformes structurelles. Et donc je pense que c'est à ça qu'on devrait s'employer à travailler collectivement. Madame la Première ministre, personne ici, vous le savez, d'ailleurs personne ne l'a jamais fait, je crois, ni ici ni ailleurs, n'a contesté les mesures de soutien à l'économie, de soutien aux salariés pendant la crise Covid. Personne. Ou pendant la crise énergétique. Simplement, nous pouvons quand même partager que ces sujets sont au moins les mêmes partout en Europe. En Europe, je dis bien, je ne mets pas la crise énergétique aux États-Unis, ça n'existe pas. Donc, mais en Europe, et les résultats ou la façon de sortir de ces crises n'a pas été de sortir. De ces crises n'a pas été à la même vitesse ou selon les mêmes rythmes et les conséquences sur les finances publiques ne sont pas exactement les mêmes. Vous y répondrez à... Juste, Monsieur le Président, sur ce point, oui. Je pense qu'on doit être le pays qui a le plus protégé nos concitoyens face au choc de l'inflation. Pour avoir participé à 2 campagnes, je n'ai pas eu l'impression que ça ait soulevé un grand mouvement d'enthousiasme et de reconnaissance. Ça peut nous interroger, mais je pense qu'effectivement, on a beaucoup plus protégé nos concitoyens et je pense qu'on en est collectivement fiers que ce qui a pu être fait ailleurs. Voilà, simplement, vous le savez, mais on ne va pas continuer ce débat parce que vous savez tout de cela. Lorsque ça se traduit ensuite par un déficit public et par des mesures de taxation, etc., bon, ben, ça vient rééquilibrer un peu les choses. Bon, et donc, la question, elle est autour de ça, quoi. Bon. Mais je vais vous proposer d'écouter 2 de nos collègues qui vont poser leurs questions, peut-être leurs commentaires et surtout leurs questions, et vous leur répondrez collectivement et vous conclurez. Merci, Monsieur le Président. Madame la Première ministre, vous avez rappelé tout à l'heure que votre préoccupation première était surtout le pilotage des dépenses, ce qu'on peut entendre, et que, évidemment, la nouveauté, ça a été le fait que les recettes étaient inférieures aux évaluations. Donc, question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'était circonstanciel, ce moindre niveau de recettes par rapport à ce qui était attendu, notamment, vous avez rappelé qu'en 2021-2022, on a vu au contraire un effet inverse, positif, là. Bon, est-ce que c'était un rattrapage ou est-ce que c'est structurel? Et donc, la question que je me pose, c'est si ce n'est pas uniquement un problème de rattrapage, mais bon, on a eu 2 années très positives et là, on a 2 années a priori très négatives. Bon. Donc, quand même, a priori, c'est pas ça. Donc, dans ce cas-là, est-ce que ça vous semble être un échec de la politique de l'offre, le fait que les recettes ne suivent pas, finalement? Est-ce que c'est le fait, je dirais, qu'on était au milieu du gué sur la politique de l'offre et que la recherche qui avait été indiquée de l'atteinte d'un niveau de taux d'emploi qui permette effectivement du coup d'améliorer les recettes, les déficits, etc., que tout ça n'a pas eu le temps de produire ses effets? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est que la politique de l'offre n'était peut-être pas suffisamment financée? Parce que on dit quelquefois que
les problèmes notamment sur des baisses d'impôts, le fait de ne pas avoir fait en face des baisses de dépenses équivalentes a fait qu'on a financé des baisses d'impôts, en fait, ou plutôt on ne les a pas financées. Voilà. Comment vous voyez ce point-là? Et puis deuxième point, sur la méthode des revues de dépenses que vous avez rappelé tout à l'heure, beaucoup de gouvernements s'y essayent, mais est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement se poser la question de faire des choix dans les politiques publiques, plus largement? Parce que revue de dépenses, c'est toujours extrêmement difficile et frustratoire. Hein. On a toujours du mal à dire on va faire les mêmes choses avec moins de moyens. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin, et certains opérateurs de l'État finalement le font, c'est-à-dire se dire, je menais 12 actions, je vais les réduire à moins pour faire avec la dotation qu'on me donne. Merci Vincent. Jean-Baptiste Olivier. Oui, Madame la Première ministre, merci pour ces éléments. Alors on comprend bien que l'alerte n'ait pas été forcément prise au niveau où elle aurait dû l'être, puisque vous l'avez dit, l'esprit très occupé par la réforme la loi de migration, et puis aussi, il faut bien le dire, par le changement de Premier ministre, puisqu'il n'est pas arrivé le 9 janvier. On sait très bien qu'il préoccupait beaucoup bien avant. Moi, j'ai deux questions. Une première, effectivement, sur les revues de dépenses. Au final, à quoi ça aboutit? Les lettres de cadrage, vous disiez 5% d'économie demandée, à quoi ça aboutit? Et puis, au final, tout à l'heure, vous expliquez largement le dérapage par la situation exceptionnelle qui a été connue par la France, mais comme l'a dit le président Reynal, c'était le cas partout. Est-ce qu'au final, vous ne pensez pas que la France, l'État, a été peut-être trop protecteur, trop généreux? Deuxième élément, vous avez été amené à proposer, à faire voter des lois rectificatives, lois de finances rectificatives. Comme député cette année, qu'est-ce que vous avez pensé du fait qu'il n'y ait pas eu de loi de finances rectificative? Madame la Première ministre, c'était vos dernières questions et vous pourrez, après avoir répondu, conclure, s'il vous plaît. Merci. Peut-être sur la nature de ce manque de recettes qu'on constate. Moi, je n'ai pas les éléments pour savoir si c'est, je vous dis, purement conjoncturel ou si c'est structurel. Je pense qu'on lit tous dans les journaux, les revues des différents instituts qui se penchent sur la question et qui vous expliquent le caractère extrêmement fluctuant des acomptes sur l'impôt sur les sociétés. Donc voilà, je pense que ça mérite certainement qu'on se penche de façon plus précise sur le caractère pérenne ou ponctuel de ces écarts de recettes. Ça n'est pas sans lien avec une des dispositions que vous aurez ou que vous avez à débattre dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale et qui fait suite à une mission que j'avais commandée à 2 économistes sur nos dispositifs d'allègement de charges qui conduit à concentrer les rémunérations au niveau du SMIC, où on a un maximum d'exonération de cotisation, qui fait du coup exploser le coût des exonérations de charges. Donc je pense qu'il y a certainement à prendre ces sujets globalement en se disant que nos systèmes de primes d'activité, d'allègement de charges, c'est ce que moi j'avais demandé à ces 2 économistes de regarder, à la fois peuvent créer des trappes à bas salaire qui sont pénalisants pour nos concitoyens qui passent des années au niveau du SMIC, mais qu'en plus, ça doit dissuader de créer des emplois plus qualifiés, plus rémunérateurs, et que par ailleurs, le dispositif d'allègement de charges, on voit bien que son coût n'a cessé d'augmenter. Donc forcément, on a à se poser plus structurellement la question de la qualité des emplois qu'on crée. Je pense que ça va de pair avec la logique de réindustrialisation qui a été portée depuis 2017 et
que le gouvernement entend poursuivre pour arriver à créer des emplois de qualité et bien rémunérés et générateurs de ressources pour le pays. Et vous savez, je pense qu'on a, selon les territoires dont on est élu, où on a pu avoir des responsabilités en tête, qu'on a un certain nombre de territoires dans notre pays qui ont été dévastés par la désindustrialisation, dans lequel vous avez des emplois de fonctionnaires, vous avez des emplois de services peu qualifiés, et où finalement on ne crée pas de richesse pour le pays. Donc je pense que ça montre, en tout cas de mon point de vue, que poursuivre la politique de réindustrialisation, positionner notre pays comme on essaie de le faire au travers de France 2030 sur les technologies de demain, et veiller à ce que tous nos territoires puissent bénéficier d'emplois créateurs de valeur et de richesse pour notre pays, ça me semble un combat absolument essentiel, au-delà du nombre d'emplois créés. Sur les revues de dépenses, elles ont permis de dégager la plupart des pistes d'économie qui sont aujourd'hui reprises, dont un certain nombre ont été repris dès le PLF 2024 et dont d'autres sont reprises dans le projet de loi de finances pour 2025. Ensuite, c'est vrai que je pense que, voilà, sans doute compte tenu de l'ampleur, de l'état de nos finances publiques, réfléchir à des bons leviers sur, j'évoquais le secteur de la santé, je crois que le Premier ministre a en tête d'essayer de débureaucratiser l'hôpital. Je pense que tous ces enjeux sont absolument cruciaux si on veut s'assurer qu'on a une dépense publique qui est efficace. Et je mesure, comme vous, le sentiment d'un certain nombre de nos concitoyens, finalement, de payer des impôts et de ne pas avoir des services publics qui soient forcément à la hauteur de ce qu'ils attendent, alors même qu'on ne peut pas dire qu'on n'y met pas énormément d'argent. Donc je pense qu'on a à mener ce travail collectif, et moi j'espère qu'on peut le mener de la façon la plus harmonieuse possible et la plus transpartisane possible dans notre pays. Sur le fait de ne pas avoir eu de projet de loi de finances rectificative, moi, je n'ai pas eu l'occasion, en tant que Première ministre, de présenter des projets de loi de finances rectificatives. J'ai eu l'occasion de présenter un projet de loi de finances rectificative qui était l'un des 2 textes d'urgence à l'été 2022 et qui était en fait une loi d'urgence sur le pouvoir d'achat. Et ensuite, les projets de loi de finances rectificatives de fin de gestion. On n'a pas présenté des projets de loi de finances rectificatives. Pardon ? Moi, j'ai entendu, je ne vais pas me prononcer sur les outils qui ont été utilisés par les ministres qui n'étaient plus sous mon autorité ou le Premier ministre qui m'a succédé. Je comprends qu'ils ont considéré qu'ils pouvaient apporter les mesures nécessaires sans avoir besoin de recourir à un projet de loi de finances rectificative, et je ne vais pas me prononcer sur le sujet. Non, pour conclure, peut-être, moi je pense que... il me semble qu'il ne faut pas se tromper de débat. On a un sujet de maîtrise de la dépense publique qui me semble être un problème évidemment majeur dans notre pays, qui, à mon sens, ne peut pas être atteint sans mener des réformes structurelles. Et je vous dis, je crois que j'ai eu le sentiment de prendre ma part des réformes structurelles qui étaient à mener. Et je pense qu'il serait bien d'être en situation de proposer d'autres réformes structurelles de la façon la plus apaisée possible pour notre pays. Et on voit que ça n'est pas toujours très simple. Pardon ? C'est ça. Et par ailleurs, voilà, je pense qu'on a impérativement besoin de pouvoir se doter des bons outils pour finalement ne pas se retrouver dans la situation très difficile où on est aujourd'hui, où on découvre très tardivement, mais j'ai eu l'occasion de le dire, c'est sans doute assez surprenant à l'heure de l'intelligence artificielle et de la data science de découvrir aussi tardivement
que les recettes ne sont pas au niveau escompté, alors qu'on imagine que cette information, elle doit pouvoir être, mais c'est le sens des propositions qui sont faites par l'Inspection générale des finances. Je pense qu'on a besoin de piloter de façon beaucoup plus précise, à la fois en dépenses, et ça s'est fait, mais aussi en recettes, le respect de nos objectifs de trajectoire de finances publiques. Merci Madame la Première ministre, merci de vous être rendue à cette audition de cette mission d'information. Ces auditions d'ailleurs maintenant prennent fin avec votre audition ce soir. Merci encore. Ce face-à-face avec le Sénat révèle les failles béantes de la gestion de l'exécutif. Entre contradictions internes, alarmes ignorées et incapacité à justifier les décisions, la Première ministre montre les limites de son leadership. Alors que la pression monte de toutes parts, il est clair que cette confrontation publique ne fait que dévoiler l'ampleur du désarroi au sein du gouvernement.